Alors du coup, pour que les gens comprennent, je suis rentré en contact avec toi suite à un commentaire très intéressant que tu as laissé sous l'interview que j'avais fait avec Jean Hunziger. Et donc voilà, je remettrai le commentaire en post-production, comme ça les gens pourront voir. Et voilà, tu avais compris pas mal de choses, notamment que l'incohérence de l'hygiénisme avec les produits animaux. Et voilà, tu avais décelé voilà, que j'étais dans une position d'intervieweur et que voilà, j'étais plutôt là pour faire dire à une personne qui avait beaucoup d'expérience en santé naturelle des choses intéressantes, mais que j'étais pas forcément d'accord avec tout. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de ta part. On a eu quelques échanges, on a eu un long appel téléphonique et du coup, tu as gentiment accepté de témoigner parce que je pense que tu as une histoire intéressante à partager. Du coup, je ne vais pas parler plus longtemps et déjà, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement, dire qui tu es pour les auditeurs? Oui, alors donc bonjour, bonjour à tous. Donc j'ai 34 ans, je suis passionné par la nutrition et la prépa physique et la santé de manière générale, ce qui constitue une petite part de mon activité professionnelle. J'ai la conviction que l'homme sous-exploite son potentiel et mon idée, c'est justement d'y remédier, surtout pour moi. Et sinon, je suis un ex-sportif de haut niveau dans la spécialité judo. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la nutrition, surtout dans son volet performance, avant santé. Voilà. Ok, bah, super, nickel. Alors du coup, je vais te demander, à partir de... Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours alimentaire? Depuis quand est-ce que tu t'es intéressé à l'alimentation et voilà, ça t'a mené vers quoi? Alors, j'ai commencé par avoir une alimentation familiale, donc assez conventionnelle, hein, du type omnivore, euh, mais avec très peu de junk food, hein, vraiment de manière vraiment marginale. Ensuite, j'ai pris mon alimentation en main, si j'ose dire, à partir de 14-15 ans, Ok. enfin, même plutôt 15 ans, notamment dans la perspective de compétition sportive, parce que j'étais assujetti à un certain poids que je dépassais allègrement. Un poids, on va dire, sous-physiologique. Donc, pour ce faire, je faisais des régimes hypocaloriques qui m'ont arrêté, on va dire, enfin, qui a participé à mon arrêt de croissance, hein, pour être clair. Ok. Ensuite, en me renseignant un petit peu et vu mes performances qui n'étaient pas satisfaisantes, en tout cas, mon idée était quand même de les améliorer en préservant un maximum ma masse musculaire. Euh, donc là, je faisais des régimes, on va dire, protéinés à base de substituts de repas. Donc pareil, hypocalorique, mais avec plus de protéines. Ok. Ensuite, à la fin de mon itinéraire sportif au haut niveau, que j'ai arrêté assez jeune, j'ai continué de m'intéresser à la nutrition. Et là, je suis tombé sur le jeûne intermittent, à l'intermédiaire d'un site qui s'appelle Lean Gains, je ne sais pas s'il existe encore, de Martin Berkhan. Bon, le jeûne intermittent, là, ça fait ça fait plus de 10 ans hein, que je le pratique. Tu as J'ai commencé commencé à 23 ans. à 23 ans. Ok. Vers 23 ans, ouais. Il y a un peu plus de 10 ans, 10-11 ans, pas près. Ok. Ensuite, quasiment conjointement, je l'ai fait avec la macrobiotique. Hein, donc, les anciens connaissent assez bien cette mode qui a eu lieu surtout dans les années 70-80, hein, qui est basée essentiellement sur le riz et à tendance végétarienne. Ok. Et ensuite, j'ai fait un court au moment jeûne intermittent plus paléo, influencé par Dr Seignalais. Ok. Mais assez peu de temps, parce que je suis quasiment allé dans la foulée, jeûne intermittent, frugivore. Frugivore. Donc là, c'était radical. Là, c'était 2012. 2012. Ok. 2012, donc, ouais. Donc, il y a 8 ans. Ok. Euh, Sous l'influence pas mal de Internet et des hygiénistes, hein. Donc là, notamment Arnold Deret, hein, j'ai découvert ces périodes-là. Et beaucoup d'hygiénistes aussi français, hein, voilà, assez connus.
Ensuite, j'ai continué avec le régime. Je me suis intéressé au régime cétogène. Enfin, avant ça, j'ai quand même le frugivorisme. Il est passé. C'était un frugivorisme cru avec un végétalisme. Je mangeais plus de cuit. Bon, je me rends compte maintenant parce que c'était insoutenable sinon, mais à l'époque, je pensais que c'était juste par confort, on va dire par hédonisme, par plaisir. Ensuite, je suis passé à une diète cétogène. J'ai découvert le régime cétogène, toujours dans le but d'améliorer encore les performances. Mais là, je faisais de manière une diète cétogène, mais végétarienne. Donc c'était pas tenable non plus à long terme. Déjà qu'une diète cétogène, c'est compliqué à maintenir sur du long terme. Mais alors une diète cétogène végétarienne, voire végétalienne, c'est quasiment l'impossible. Donc ensuite, je suis passé vite. En fait. Tu manges que de la coco, quoi, si tu veux. Pardon ? Tu manges que de la coco. Voilà, coco, avocat, c'est vite MCT oil, c'est vite et des plantes vertes, voilà, c'est vite limité. Ouais. Donc je suis vite passé à un cétogène normal. Et puis en m'intéressant à la diète cétogène, je suis tombé sur la diète carnivore et donc la diète primale qui est ma diète grosso modo actuelle. Il faut savoir quand même que en diète végétalienne, je suis resté plus de 5 ans, 5-6 ans. Avec des effets. À quel moment tu es passé en carnivore ? Je suis passé au carnivore en 2000, il y a plus de 2 ans maintenant. Ok. Ouais, il y a plus de 2 ans, en 2018. Ok. 2018. Parce que quand même, je vais dire pourquoi. J'ai changé quand même complètement mon fusil d'épaule. C'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir. Si au début c'était plutôt favorable, forcément, j'ai éliminé pas mal on élimine beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses qui sont nocives. Donc on a un temps où on se sent mieux parce qu'on fonctionne en fait sur beaucoup de réserves. Hein. Et arrive un moment donné où ces réserves s'épuisent, il y a un peu plus de fatigue aussi qui intervient. Et j'avais quand même si à un moment donné on explique ça par la détox, j'ai trouvé qu'elle commençait à avoir un peu bon dos, la détox, et qu'on ne pouvait pas sans arrêt avoir des symptômes de détox ad vitam aeternam. Il y a un truc qui clochait. Et il y avait aussi des soucis au niveau, des soucis. Je me rendais compte que je stagnais au niveau des performances physiques. Alors, je l'expliquais aussi parce que, bon, à partir de 25-30 ans, il y a une baisse de testo. Mais bon, c'est une baisse qui reste encore en marginale. Ça ne justifiait pas d'une telle baisse de performance. Alors, la baisse de performance, elle n'était pas extraordinaire, mais c'est surtout que je m'entraînais de manière plus intelligente et je stagnais, je n'arrivais pas à retrouver mon niveau que j'avais quand j'avais 22 ans, 23 ans. Et donc là, ça commençait à m'interpeller. J'avais aussi des problèmes au niveau de peau qui ne se réglaient pas. Des éruptions cutanées, des rougeurs, de l'eczéma. Voilà, donc un organisme, ça, je l'ai attribué au début sur la détox, mais à un moment donné, ce n'était pas possible. Hein. C'est qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, j'ai découvert après en changeant, en m'informant de plus en plus, en ouvrant un peu mes horizons et pas seulement chercher dans les cercles hygiénistes, j'ai découvert un peu le web américain, hein, anglo-saxon. Il y a le pire, mais il y a aussi parfois le meilleur, enfin, on avance. Et ils expliquaient justement, c'est là que j'ai découvert l'existence notamment des antinutriments qui pouvaient expliquer notamment tout ce qui était dysbiose intestinale et les problèmes de peau. J'ai découvert aussi que, en fait, dans les végétaux, non seulement ils n'étaient pas si sains du fait de la présence de nombreux antinutriments, et aussi il y avait du sucre, mais ça j'étais au courant, mais il manquait quand même pas mal d'éléments, hein, contrairement à ce qu'on dit. Certes, la B12 que tout le monde connaît, mais il y a aussi la vitamine A, le rétinol, la vitamine D, le zinc, du fer héminique, le collagène, enfin bon, les acides gras, les oméga 3 notamment, qui sont fort déséquilibrés dans une diète végétarienne.
ou surtout végétalienne. Donc, mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup d'éléments nutritionnels. Le zinc, ouais, j'ai dit, l'iode aussi, même si l'iode, on peut trouver dans des algues marines. Moi, ça faisait beaucoup. Après, les antinutriments, j'étais en partie au courant. C'est pour ça que j'utilisais le maximum quand même de produits. Je faisais tremper mes noix, ce genre de choses, pour les neutraliser un petit peu. Mais donc, aussi, j'ai découvert que je m'étais un petit peu fait berner. Et moi aussi, j'ai contribué à berner les autres. Hein. C'est pour ça que, bon, j'ai quelques envies de réparer un petit peu le mal, si on peut dire, que j'ai pu propager, ou les bêtises que j'ai pu colporter. Notamment tout ce qui était, par exemple, en anatomie comparée, hein, soi-disant qu'on serait frugivore. Bon, ça, en fait, quand on regarde de loin, on pourrait penser que c'est le cas, et en fait, de près, on se rend compte qu'on a un système digestif qui est très court, et qu'on a une acidité aussi de l'estomac qui est proche de celle du loup. Donc, n'est pas du tout. Il y a plus de différence entre le gorille et nous qu'entre le loup et nous-mêmes pour ce qui est du système digestif. Donc, même en anatomie comparée, on se rend compte que c'est pas tel que le végétalisme, c'est pas les mêmes. Enfin, disons que le végétarisme ou le végétalisme promeut une anatomie comparée qui est quand même assez biaisée. D'ailleurs, il y a des études, hein, d'après les anthropologues, le système digestif s'est raccourci à mesure que le cerveau s'est agrandi. Ouais. Il y a peut-être un lien. S'il n'y a pas de causalité, il y a au moins une corrélation. Et je sais même que j'ai vu ça dans un article de Lier Kiss, qui est l'auteur du mythe végétarien, qui disait que d'après une étude de l'université d'Oxford, le cerveau des végétaliens rétrécissait en quelques années. Donc, bon, le lien, je pense que le lien entre le cerveau, le développement de l'intelligence même, et la viande, la consommation de viande, est une piste quand même assez probable. Donc j'ai découvert aussi beaucoup de contre-vérités sur la soi-disant nocivité des produits animaux. En fait, il y a des études, je sais plus, je crois que c'est New England of Medicine, qui a publié dernièrement une méta-analyse, je sais plus, je pourrais te la redonner si tu veux, sur en fait l'innocuité vraiment des produits carnés, et qui ne sont pas à l'origine la source de beaucoup de pathologies. Et au contraire, même je sais que j'ai découvert qu'à Hong Kong, sont les plus gros consommateurs de viande, à hauteur de, pour donner une idée, c'est 140 kg par an par personne. Donc c'est énorme, 140 kg par personne, sachant que les Américains, c'est 100 kg. Et paradoxalement, ils ont aussi l'espérance. Un kilo. Attends, 140 kg par personne par an? Ouais. Ça fait 1 kg tous les 3 jours. C'est énorme. C'est ça, ouais. Plus de 300 grammes par jour, c'est énorme. Et ils ont aussi une des espérances de vie les plus longues au monde, avec presque 85 ans. Donc là, ça dénote un petit peu dans le paysage où on prétend que la viande serait vraiment nocive. Donc ensuite, moi j'ai découvert aussi des auteurs comme Weston Price ou Village Lure Stephenson, qui ont fait. Stephenson, c'est un anthropologue qui a vécu dans le nord du Canada, parmi des Inuits, et il mangeait aucun fruit ou quelques baies de temps en temps, et sinon aucun légume, quoi. Et pourtant, il témoignait ne jamais s'être senti aussi bien, et n'avait jamais eu, bien sûr, de scorbut, dont on sait qu'il est corrélé aussi à la consommation des sucres. Et la vitamine C, on la trouve aussi dans les organes, dans les abats notamment, et chose qui est consommée énormément parmi les peuples inuits ou les Indiens d'Amérique du Nord. Il y a aussi Weston Price, que tu connais, qui est assez connu quand même maintenant, reconnu,
qui est allé un peu, l'ouvrage en fait, hein, Nutrition et dégénérescence physique, je trouvais que ça m'a vraiment mis quand même une claque. Et même si je savais qu'au paléolithique, les hommes étaient plus robustes qu'au néolithique, donc à l'apparition de l'agriculture, là, quand on voit ce qui relève, en fait, hein, Weston Price, c'est un dentiste qui est parti il y a un siècle dans des coins un peu reculés, qui avaient une alimentation type traditionnelle, et notamment dans l'hémisphère nord, mais aussi l'hémisphère sud. Et l'alimentation et le comparatif avec l'alimentation moderne de l'époque, notamment sur les caries. Et en fait, les caries, alors il n'y avait pas de dentifrice dans ces peuples-là, ils ne se brossaient pas les dents, et pourtant les caries étaient quasiment inconnues dans la plupart de ces tribus qui sont aux quatre coins du monde. Et, en fait, le point qui les rassemble tous, c'est qu'ils avaient tous une alimentation dépourvue de sucre, hein, et parfois dépourvue même de fruits et légumes, pas toujours, hein, mais parfois dépourvue de fruits et légumes, et fortement, la plupart du temps, fortement carnée, voilà, d'origine animale. Et il a vu des incidents sur la fertilité, sur la morphologie du visage, sur la santé globale, sur l'humeur, sur le caractère. Enfin bon, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà ce que je pouvais dire sur mon parcours. Et puis après, je peux te dire aussi les effets éventuellement que j'ai ressentis. Donc là, du coup, pour résumer, depuis tes 15 ans, tu as fait des régimes hypocaloriques. Tu es passé progressivement à du végétarisme, végétalisme, frugivorisme. Ensuite, tu es passé sur du cétogène, d'abord végétarien, ensuite sur du cétogène animal. Tu es passé ensuite sur du carnivore, et là, tu es sur une primal diet, alors c'est ça? À peu près. Voilà. Inspiré de Jonas van der Planis. D'accord. C'est un gars assez iconoclaste aussi, en fait, mais c'est tout simplement l'alimentation primaire, en fait, celle que consommaient nos aïeux lointains, et qui ont consommé notamment pendant des milliers d'années, hein. Donc c'est à base de produits essentiellement animaux, quasiment exclusivement animaux, pour moi en tout cas. Après, de temps en temps, je mange quelques fruits quand c'est la saison, ponctuellement. Mais sinon, c'est essentiellement produits animaux crus, des abats, du lait, du fromage cru, la crème crue, du poisson, plutôt cru aussi. Voilà. Je pourrais donner des exemples, si tu veux, de repas. Tu peux nous raconter à quoi ça ressemble? Par exemple, là, tu as mangé quoi à midi là? À quoi ça ressemble tes repas? Bah, j'ai pas mangé. Je suis en jeûne intermittent, donc j'ai pas mangé. Je n'ai pas eu le besoin, mais si tu veux, je peux te donner par exemple, je sais pas moi, un exemple de ce que je peux manger. Par exemple, je peux manger de la viande maturée, 300 à 400 grammes de viande maturée, ça j'adore. Franchement, c'est super bon, crue, la plus grasse possible, hein. Et avec ça, après, je vais manger par exemple en dessert, un petit peu après, pas tout de suite, pas tout à fait dans le même repas. Quelques minutes après ou quelques heures après, j'ai mangé par exemple une glace crue. Une glace crue, c'est 2 œufs crus, un pot de crème, donc entier, hein, donc 300 grammes, ça peut 300 grammes de crème. Donc en termes de calories, on est pas mal. Bah ouais. Plus avec un peu de miel cru aussi, donc miel non chauffé, et un peu de vanille par exemple. Donc ça va me faire office de dessert. Après, je peux manger aussi du poisson, des huîtres, du saumon, du hareng. Alors parfois, c'est du saumon fumé plutôt, parce que le saumon en nature, j'aime un peu moins. Le hareng, fumé aussi, mais ça peut être aussi des sardines. Du foie, je mange pas mal de foie de morue non salé, et non fumé d'ailleurs aussi. Avec du fromage aussi, du fromage cru, pas dur ou pas. Je peux manger du lait cru aussi. Alors, lait cru, faire attention, il ne faut pas en boire trop vite. Mais il faut le boire seul plutôt. Qu'est-ce que je pourrais manger d'autre? Voilà, grosso modo, tous les poissons, tous les animaux, et notamment les abats. En fait, je mange tout dans l'animal. Je mange très varié dans l'animal, je mange tout. Tout est bon.
Le cochon. Voilà, voilà. Donc, voilà, enfin, pour moi, ma notion, la notion d'une alimentation équilibrée, c'est pas de manger un petit peu de tout, c'est d'apporter l'ensemble des nutriments. C'est ça une alimentation équilibrée. C'est pas de manger un peu de tout comme ça. On dit, bah, puisque je mange un peu de tout, je vais avoir un peu de tout. Euh, mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. Ce qu'on raisonne, c'est déjà ce qu'on assimile. Et aussi, c'est en termes de nutrition. Si on mange que 2 ou 3 aliments, mais que dans ces 2 ou 3 aliments, il y a tous les nutriments nécessaires, c'est plus équilibré que d'en manger 10, mais alors que, ou 15 ou 20, mais s'il manque 3 ou 4 ou 5 ou 10 nutriments dedans, c'est carrément pas équilibré du tout. Voilà, actuellement, mon alimentation est quand même, du coup, euh, c'est pour ça, pour l'instant, c'est sur celle-là que je me suis arrêté, avec quand même des bénéfices assez notables. Alors, c'est difficile, pour l'instant, j'ai que 2 ans de recul, donc ça reste assez court. Ouais. Parce que je me souviens, 2 ans de végétalisme, pour moi, c'était la meilleure alimentation du monde. Alors que 3 ans après, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Même si je faisais des choses bien, mais donc ouais, les bénéfices, c'est visage plus épanoui, c'est-à-dire qu'il est moins rétracté. Je ne sais pas si c'est-à-dire le visage est moins émacié. Si. Ouais. Ça, Weston Price en parle assez. Et moi, je l'ai constaté sur moi-même. D'ailleurs, on le constate chez beaucoup d'anciens véganes ou d'anciens végétaliens. Quand ils retrouvent une alimentation normale, plus équilibrée, on voit que leur visage change. J'avais mes problèmes de peau aussi, récurrents ou chroniques, disons. Ils ont presque disparu. Même un eczéma que j'avais depuis, léger, hein, mais que j'avais depuis mon adolescence, il a quasiment disparu aujourd'hui. Donc ça m'a un petit peu interpellé. Puis, bien sûr, mes perfs physiques, bon, elles ont toujours été bonnes, hein, même quand j'étais végétalien, elles étaient correctes, même si je sentais qu'elles baissaient. Bon, elles ont explosé, quoi. Enfin, elles sont revenues à mes standards quand j'avais 22 ans. Et même, je les ai même dépassées. Donc, je suis presque plus en forme maintenant que je l'étais quand j'avais 22 ans. Donc, pour donner un ordre d'idée, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, mais par exemple, j'ai gagné, on va dire, sur certains exercices de force, j'ai gagné à peu près presque 20% quand même, en quelques mois. C'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Sachant que c'était bon, pour donner un exemple que tout le monde connaît, par exemple, le développé couché, c'est un peu la star des exercices de musculation en salle, en tout cas. Je faisais à peu près, je stagnais à peu près à 110 kilos quand j'étais végétarien. Et voir, je régressais un petit peu, j'avais du mal à maintenir. Et, alors qu'avant, quand j'étais sportif de haut niveau, je faisais pas loin de 130, un peu moins. Et bon, je suis passé à 140, tu vois, en quelques mois. Et bon, après, j'ai pris aussi pas mal de poids, notamment de masse musculaire. Donc après, c'est lié aussi, hein. Si on prend de la masse musculaire, on prend aussi la force. J'ai repris, je faisais à peu près 65 kilos, 65, 66, et je suis monté à 72, 70, 72, assez naturellement, on va dire, presque 1 kilo par mois, presque 1 kilo par mois pendant un an. Maintenant, je suis stabilisé à peu près. Ensuite, sur la libido aussi, alors la libido, c'est impressionnant. Avant, je pensais, comme beaucoup de végétaliens dans le milieu, en fait, j'attribuais ça, mon manque de libido, à un meilleur contrôle de mes pulsions sexuelles, pulsions animales. J'ai eu en tout cas l'occasion pendant 4 semaines, un mois, de rester vraiment à l'alimentation frugivore crue, fruits crus, sans assaisonnement, et salade crue, pareil, sans assaisonnement, sans sel, etc. Et donc forcément, quand ces 3 composantes de l'être humain se sentent bien, sont en harmonie les uns avec les autres,
Eh ben, ça a forcément une influence sur la sexualité qui est liée à ces trois plans, surtout au corps et à l'âme, mais aussi à l'esprit. Et surtout, en supprimant les excitants, la sexualité aussi va se retrouver apaisée. C'est-à-dire qu'on va plus avoir cette pulsion sexuelle chez beaucoup de monde qui est impérative, qui est en fait un défoulement, le besoin d'un défoulement. Mais au contraire, la sexualité va du coup plutôt se référer au cœur, et le désir ne va s'éveiller non pas sur une image excitante, par exemple sexy, tout ce qu'on appelle l'érotisme, le porno, etc. Il va même finalement, la sexualité va même être très indifférente, voire dégoûtée par tout ça. Mais au contraire, la sexualité va avoir besoin, pour s'éveiller, pour s'épanouir, que le cœur soit ravi, soit satisfait. Donc la sexualité va devenir beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, et va réclamer cette tendresse pour s'éveiller. Alors, j'y faisais mention dans cette vidéo, rappel très rapide, qu'avec une alimentation physiologique, ça avait complètement modifié ma sexualité, qui devenait beaucoup plus épanouissante, et j'en étais venu à découvrir en fait une sexualité où il n'y avait pas d'orgasme, où il n'y avait pas d'éjaculation, mais qui était pourtant carrément plus satisfaisante. En fait, c'est juste un manque de libido. C'est ni plus ni moins que ça, parce que quand on change d'alimentation, la libido revient de manière quand même assez importante, et on revient à une libido qui est plus proche de l'adolescence qu'autre chose. C'est plutôt un signe de santé, je pense, que l'inverse. Clairement. Voilà. Aussi, un truc qui m'a étonné, mais après, en lisant notamment en suivant certains blogs, j'ai vu que c'était assez courant, mais je commençais à avoir quelques cheveux blancs qui ont disparu. Et je sais que beaucoup attribuent l'apparition de cheveux blancs à une certaine carence en protéines. Alors, je pense que un âge donné, ça devient inévitable, mais malgré tout, je pense qu'il y a un lien quand même important. Et notamment dans le vieillissement prématuré, je pense que clairement, une alimentation carencée, ça crée une dégénérescence physique et un vieillissement prématuré. Ça, j'en suis persuadé, et je trouve et je vois sur moi et même sur les anciens végétaliens qu'il y a une réversibilité à ce phénomène dans une certaine mesure. Et donc les cheveux aussi, à un moment donné, je commençais à perdre mes cheveux de manière anormale, je trouvais. Bon, après, la perte de cheveux, ça c'est plus d'ordre génétique. En tout cas, le blanchiment, ça, je l'ai constaté clairement. Sinon, mes selles, d'après l'échelle de Bristol, hein, c'est une échelle qui détermine si jamais nos selles sont correctes ou pas, s'il y a une constipation ou si au contraire elles sont trop molles et il y a un problème de digestion. Bon, là, elles sont moins fréquentes, mais elles sont parfaites selon l'échelle de Bristol, encore une fois. Donc les gens peuvent aller voir l'échelle de Bristol pour voir s'ils digèrent correctement ou pas. Et j'ai pas d'obsession non plus alimentaire. J'ai pas, à l'époque, en fait, j'arrivais à réguler mon appétit quand j'étais en jeûne. Mais à partir du moment où je commençais à manger, j'avais du mal à m'arrêter, en fait, hein. J'avais une forme d'hyperphagie quand même. Je mangeais des quantités, je pouvais même manger des patates en quantité vraiment astronomique. Et ça a vraiment disparu. Et je me suis rendu compte que plus je mangeais dense nutritionnellement, moins j'avais d'envie de manger. Moi, j'avais faim, en fait. Il n'y a pas qu'une histoire de glycémie, et je pense qu'il y a aussi, bon, ça c'est une hypothèse, hein, il y a aussi une forme de carence. À partir du moment où il y a une carence, le corps réclame la nourriture. En fait, il réclame ce dont il a besoin. Et nous, si on ne lui apporte pas, il va toujours réclamer encore, quelque part, de la nourriture. Ça, c'est une hypothèse assez personnelle, mais je ne sais pas, peut-être qu'elle est vérifiée par d'autres professionnels. Et ça, en dépit, justement, ce que je disais tout à l'heure, des variations de la glycémie liées à la consommation de sucre. Sur la dépendance à l'alimentation et notamment aux glucides, je te rejoins totalement. J'ai exactement la même expérience.
Là, par exemple, à midi, j'ai mangé une côte de bœuf avec du beurre dessus, un peu de crudité, parce que voilà, je ne suis pas encore à fond dans le primal, mais j'aime bien avoir ma petite salade à côté. Et j'ai pris un verre de lait cru en dessert et j'ai absolument pas faim. Et c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible en végétalien, quoi. En végétalien, je devais manger des assiettes comme ça, mais pas possible pour me Ouais. remplir le ventre. Et là, je mange. En fait, quand tu manges gras et que tu manges animal, enfin, tu manges beaucoup moins en quantité. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé au téléphone et c'est incroyable de ne plus avoir ce besoin en fait de nourriture. Tu es physiologiquement, as une sorte d'indépendance par rapport à la nourriture qu'aujourd'hui, mais je veux dire, je peux sauter un, deux repas sans aucun problème. J'ai plus cette dépendance, quoi. Je ne saurais pas comment le décrire autrement, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez frappant. Et en plus, on sait que le jeûne, là, pour le coup, par contre, là, je suis assez d'accord avec les hygiénistes. Le jeûne a quand même pas mal de vertus. Et paradoxalement, en fait, plus on est en santé, plus on mange aussi riche nutritionnellement, et plus on peut jeûner, en fait. Plus on peut engager un cercle vertueux. Plus on est malade, et moins on peut se permettre ce genre de choses. Après, c'est tout à fait. Pour moi, le jeûne intermittent, c'est tout à fait logique. Euh, Même pour le sport, hein, je préconise plutôt de faire, enfin, je préconise complètement même de faire le sport à jeun ou en tout cas la digestion terminée. Euh, Puisque on faisait avant au paléo, pendant des milliers d'années, on produisait un effort dans le but de manger. Aujourd'hui, on a renversé les choses, on mange dans le but d'aller faire du sport. C'est Ouais. c'est complètement anti-physiologique finalement. Donc là, il y a une certaine logique à ça, et c'est vrai que la densité nutritionnelle, on se sent plus rassasié et plus comblé en fait, quand on mange riche nutritionnellement. Et c'est pour ça que je trouve que la viande rouge est supérieure, notamment à la viande blanche. Ouais. La viande rouge donne un sentiment de satiété qui est supérieur, de mon point de vue. Et oui, pour revenir aussi sur la libido, on sait que il y a certains éléments. Enfin, j'ai pas fait de prise de sang, ça serait intéressant quand même de voir, mais je sais que la production de testostérone augmente aussi avec une alimentation type plutôt carnivore. Pourquoi? Notamment, on sait que la carnosine, ça j'ai lu dans un bouquin de Sean Baker, Carnivore Diet, la carnosine est responsable. Alors la carnosine, c'est plus pour la libido, mais il y a aussi d'autres éléments, notamment le gras alimentaire, le cholestérol, qui permet la synthèse des hormones sexuelles, notamment de la testostérone. Si on est dépourvu en acides gras, notamment saturés, eh bien, on n'aura pas la capacité de produire ces hormones sexuelles, notamment la testostérone. Donc, si on veut être impuissant, eh bien, effectivement, le végétalisme peut être une solution. Ou si on veut se stériliser, on va dire, ça peut être aussi une solution. Mais si ce n'est pas dans notre objectif, je pense que c'est impossible de se soustraire de ces éléments-là. Après, je ne veux pas. Alors, si on m'entend, on va dire que je fais une charge, une fixette sur le végétalisme ou le végétarisme. Je pense que le végétarisme est soutenable, notamment avec de l'alimentation fermentée. Je pense aussi que les fruits, même certains légumes, sont acceptables dans l'alimentation, plutôt les fruits, bien qu'ils aient été hyper transformés et que ce soit assez récent dans l'alimentation. Et que pour plein de raisons, c'est pas forcément idéal. Mais bon, je sais plus où je voulais en venir. Oui, je fais pas une fixette sur le végétalisme, mais comme je l'ai été et que j'ai promu j'ai jamais été militant, hein, j'ai jamais été végan, mais j'étais végétalien. Je pensais que c'était bon pour la santé, je pensais que c'était sain, donc je l'ai plutôt préconisé autour de moi. Et du coup, j'ai un petit peu de remords vis-à-vis de ça, et c'est pour ça que souvent les personnes les plus vindicatives, les plus véhémentes à l'encontre du végétarisme ou du végétalisme, c'est une personne qui l'ont elles-mêmes été. Ouais. Et ça, c'est logique parce qu'elles ont ressenti les effets néfastes et elles ont parfois participé à cette propagande-là. Donc, c'est normal d'avoir un petit peu
on va dire, l'envie de remettre les pendules à l'heure. Et donc voilà, je ne fais pas une fixette spécialement sur le végétalisme ou le végétarisme, mais il faut être conscient je pense, des risques qu'on prend et en tout cas être responsable de ses décisions. Je te rejoins tout à fait dessus. En plus, c'est ce que tu disais, c'est que le problème, c'est que quand on passe d'une alimentation conventionnelle à du végétalisme bio ou cru, eh bien, effectivement, au début, ça va mieux. Et c'est là où est le piège total, c'est qu'au début, ça va mieux et ça met du temps, les carences mettent du temps à arriver. Et comme tu le dis, bah, le problème, c'est que l'alimentation végétale n'apporte zéro cholestérol. Zéro cholestérol. Ou alors, il y en a ou pas dans les plans du cholestérol? Il me semble qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois pas, il y en a peut-être un petit peu, mais je sais qu'il y a des graisses saturées, notamment dans les avocats et dans le coco. Ouais. Mais sinon, en tout cas, en plus, c'est hyper déséquilibré en oméga 6, en oméga 3. Mais il y a clairement une différence entre les graisses d'origine végétale et les graisses d'origine animale. Ouais, parce que... Sachant aussi que les protéines interviennent aussi pas mal dans la métabolisation de certaines vitamines, notamment la vitamine D. Oui, donc en fait, Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que ouais, il y a tellement de carences dans ce régime que, en fait, de mon expérience, en tout cas, il y a tellement plus de gens qui ont dépéri sur ce régime que de gens qui ont prospéré. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Il y a un mec assez connu chez les hygiénistes naturopathes. Il s'appelle Sylvain Gomet. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est Non, je ne connais pas. un mec, apparemment, il a fait une marche de 40 jours en jeûnant. Enfin, c'est un sportif de haut niveau. Il a traversé l'Europe pieds nus. Enfin, il fait vraiment des exploits sportifs. Et apparemment, il est crudivore, végétalien, donc il applique tous les principes de l'hygiénisme. Donc, s'il fait ce qu'il dit, s'il ne prend pas de compléments, effectivement, lui, c'est vraiment un cas isolé, tu vois. Bon, après, quand tu le regardes anatomiquement, les gens qui ont un peu de background, ils sauraient te dire qu'il a une morphologie qui est favorable à ce type de régime. Clairement, c'est un mec dilaté. Tu regardes sa morphologie, il est très solide, il y a beaucoup de chances pour qu'il puisse taper dans ses réserves. Mais il y a des gens, mais la plupart des gens, tu prends un mec à Paris qui fait 2 heures de métro, qui passe 8 heures de sa jour sur une chaise, qui est stressé, qui a un crédit, qui est dans la pollution. Lui, tu le mets au crudivorisme végétal, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Toi, tu as réussi à rester plusieurs années en végétalisme, tu es très solide à mon avis, hein, parce que moi, le cru végétal, ça m'a bousillé en moins d'un an. Hein. En moins d'un an, ça m'a bousillé. Frilosité, perte de poids, perte de libido, c'était une catastrophe. Hein. Franchement, j'étais paumé à ce moment-là. Ouais. Donc, ouais, comme tu dis, c'est dangereux parce que d'un côté, tu peux avoir des bienfaits, mais ils sont que à court terme. Ça va dépendre des gens, donc c'est pas évident en fait à s'y retrouver, quoi. Ouais, je rebondis là-dessus aussi. C'est qu'il y a, bon, il y a certains films, notamment de propagande comme Game Changers, ce genre de choses, où certains même sportifs vantent les mérites de l'alimentation végétale. Voilà. Bon, il faut savoir que la plupart d'entre eux, ils ont construit leur carrière sur une base qui était tout autre. Ils n'ont pas construit leur carrière sur une base végétalienne. Ils ont été végétaliens sur le tard, et souvent assez tard dans leur carrière, déjà d'une. De deux, dans certaines disciplines, le végétalisme est quasiment, enfin, je veux dire, tout ce qui est discipline de sport de force, pour moi, clairement, c'est pas viable. On peut pas être performant. Alors après, on peut être végétalien sans avoir de perspective, on va dire, performative, mais enfin de performance. Mais tout ce qui est discipline de force, pour moi, c'est clairement incompatible. On sait que les protéines végétales sont assimilées à hauteur de 60-70%, alors que les protéines animales sont assimilées à plus de 90%. Donc c'est un gap énorme, sachant en plus que ce dont on parlait au niveau des graisses saturées et de la synthèse de la testostérone, dont on connaît l'incidence sur le développement de la masse musculaire. Bon, tous ces éléments-là font que clairement un sportif de haut niveau végétalien, c'est pas pérenne, hein, ça va pas durer très longtemps.
Moi, je sais que je suis devenu déjà, après avoir été sportif de haut niveau, je pense que j'aurais pu maintenir un niveau correct pendant quelques temps, mais aussi je suis ce genre de profil un petit peu, que tu disais, à mon avis, comparable à celui de Sylvain, même si je ne le connais pas. Voilà, j'avais pas mal de réserves aussi. Je suis une nature assez physiquement assez, assez développée. Bon. Mais malgré tout, d'ailleurs, j'ai tenu plusieurs années, cela en plus sans prendre de B12 ni rien. Donc après, je tiens à me dire, bah, c'est pour ça, c'est parce qu'il n'a pas pris de B12. Ouais. Mais avec le recul, je me demande comment j'ai fait, franchement. Et c'est pour ça, quand j'ai changé, après, vraiment, je voyais le jour et la nuit. Après, je prenais tout ce qui était spiruline, je mangeais des trucs fermentés, je faisais tremper mes noix, je faisais des jeûnes, je prenais des jus, enfin bon. Tout le tralala, quoi. Ouais, voilà. je suivais tout le truc, tout le protocole. Et tu disais sur la personne là, qui traversait en étant frugivore, ça me fait énormément penser à ce qu'a fait Arnold Ehret, justement. Mais quand tu vois leur profil, tu vois le profil des végétaliens, ils ont quand même un profil, généralement, en tout cas tous les têtes d'affiche, on va dire, si j'ose dire, ils sont maigres, très maigres. Donc pour les activités de type endurance, à la limite, je pense qu'ils peuvent tenir plus longtemps. Ouais, ça aide, ouais. Ils ont le visage, les traits émaciés, hein. Souvent aussi, ils ont les traits rétractés, ils ont même les dents, ils perdent même beaucoup perdent leurs dents, ce qui est logique, hein. Et beaucoup ont des problèmes de peau aussi, hein. Enfin bon, je ne veux pas ternir plus le tableau que ça, mais franchement, si ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est quand même suffisamment répandu pour que ça éveille quand même un peu les quelques signaux d'alarme. Ouais, je reviens sur les bénéfices en fait des fruits et légumes. Ce qui est fou, c'est que même dans les médias mainstream, hein, on préconise, pour la plupart des gens et pour la plupart des médias, l'alimentation santé, c'est les fruits et les légumes. C'est surtout les fruits et les légumes. Et on dit une alimentation équilibrée, mais surtout les fruits et les légumes. Il n'y a rien qui n'est pas dans les fruits et légumes qu'il y a dans les il n'y a rien qu'il y a dans les fruits et légumes qu'il n'y a pas dans la viande, sauf beaucoup d'antinutriments qui sont délétères pour le microbiote et les intestins, qui créent de la porosité, la perméabilité intestinale, la porosité intestinale, avec tous les problèmes qui en découlent. Et notamment les fibres, pareil, la cellulose. Il faut savoir que les animaux herbivores ont un système digestif qui est beaucoup plus long que le nôtre, moins acide, et la flore bactérienne leur permet justement de métaboliser en fait cette cellulose. Et à partir de cette métabolisation, leur permet d'avoir des acides gras essentiels. C'est comme ça qu'ils tirent leurs acides gras. Nous, on ne digère pas la cellulose ni les fibres. En fait, on ne peut pas, on est incapable. Ça fait juste plus de matière pour aller à la salle, mais ça n'améliore pas la digestion. Ça, c'est un mythe. Et ça n'a aucune utilité, sinon perturber le microbiote intestinal. Et donc, il y a ce phénomène-là. Il y a aussi le fait des mélanges. Alors ça, certains hygiénistes l'évoquent, comme quoi il y a des compatibilités alimentaires. Et ça, c'est vrai, je pense. Et notamment pour la viande. En fait, la viande, ça devrait se manger plutôt tout seul. Pourquoi ? Parce que si on la mélange avec d'autres aliments, notamment les céréales, ça va changer la nature, le pH de l'estomac. L'estomac a besoin d'être très acide pour pouvoir digérer la viande. Si on la mélange avec d'autres éléments, ça risque de basifier le pH. Et ce qui fait que ça occasionne une moins bonne digestion de la viande. Ça, c'est une piste, je pense, pour éviter les mélanges alimentaires.
pour moi, la viande, c'est pour ça que le primal, c'est quand même intéressant, c'est dissocier. Si on mange des fruits, les manger en dehors du repas, en dehors de la viande, des viandes, et aussi ne pas manger de céréales. Ça, pour moi, les céréales, c'est quelque chose de délétère. Il n'y a que du sucre, il n'y a rien qui est intéressant là-dedans, que du sucre, des antinutriments, aucun intérêt. Ouais. Et des fibres. Je rebondis juste sur ce que tu dis par rapport aux fibres. En fait, c'est exactement cet exemple qu'on donne. On dit oui, mais regarde, le gorille, il est tout musclé et il mange des fruits, des racines, des feuilles, quoi. Et oui, c'est ce que tu dis en fait. Les gens ne savent pas que le gorille, quand il mange des fibres, il les fait fermenter et que ces fibres se transforment en acides gras. Donc le gorille, il mange des fibres et il en tire des graisses. Et nous, on mange des fibres et ça finit aux toilettes. Donc il faut bien qu'on mange des graisses en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et oui, comme tu disais, les céréales, c'est vraiment le poison moderne pour moi. C'est pour ça que les gens qui passent d'une alimentation conventionnelle à du végétalisme en mode alimentation vivante sans trop de céréales, mais effectivement, ils revivent parce qu'ils se disent « Oh, mais c'est génial !» Mais en fait, c'est les céréales. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que le paléo, c'est intéressant justement parce qu'on enlève les céréales. L'alimentation vivante, c'est aussi intéressant parce qu'on enlève les céréales, mais c'est vrai qu'il y a un combat, en fait, enfin, je ne vais pas dire un combat, mais il y a une lutte scientifique à mener aussi, parce que quand tu vas sur le site Manger, Bouger en France, mais c'est une catastrophe, hein, c'est manger des féculents à tous les repas, féculents complets, donc bourrés de fibres, manger des légumineuses, manger moins de viande, manger des noix. Donc encore hier, je regardais une interview d'une médecin, une docteure invitée dans une radio, sans problème, elle dit un steak haché, c'est la même chose en termes de protéines que riz plus lentilles. Et là, les médecins, les docteurs, elle dit ça, ça fait des centaines de milliers de vues. Et donc, comment tu veux que les gens, en fait, ne tombent pas là-dedans? Tu as une ambiance sociétale avec le véganisme. Il ne faut pas faire de mal aux animaux, ce qui est louable sur la base. On a des médecins qui vont dans ce sens-là. On a l'État qui donne des recommandations dans ce sens-là. La seule chose qui peut nous alerter, pour moi, c'est des témoignages comme le tien qui vont à contre-courant. Ouais, je pense de plus en plus de témoignages, quoi. C'est pour ça que je voulais surtout avoir ton avis dessus, quoi. Ouais. C'est difficile. Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a énormément de désinformation au sujet de l'alimentation, mais il n'y a pas que les témoignages, il y a aussi quand même de plus en plus de preuves, même scientifiques. Les antinutriments, ça commence à savoir. Mais on prétend que oui, mais du fait des antioxydants qu'ils apportent par ailleurs, la balance reste positive. Mais on sait que les antinutriments, on connaît les effets délétères des antinutriments, même de manière scientifique. Il y a aussi des méta-analyses, la dernière là, qui est sortie, je crois, il y a 1 an ou 2, qui innocente complètement la viande dans les maladies cardiovasculaires. On sait aussi que l'histoire du cholestérol, c'est de la pipe. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup aussi de militantisme qui utilisent certaines études à leurs avantages, souvent des études observationnelles, où on sait aussi que le rapport Campbell, par exemple, est biaisé. Enfin bon, il y a beaucoup de choses dont on sait, même scientifiquement, hein, que ça tient pas la route. Donc il n'y a pas que des témoignages. Mais cela dit, le témoignage, l'empirisme, pour moi, c'est important. Après, il y a aussi des preuves anthropologiques. Hein. On sait qu'au néolithique, il y a des maladies qui sont apparues qu'il n'y avait pas au paléolithique. Il y a des cancers, notamment dans les populations que Weston Price a fréquentées, les maladies, les cancers, beaucoup de maladies dégénératives n'existent pas. Ça, c'est des maladies modernes. Et donc, peut-être que l'alimentation moderne a un impact dessus. Enfin, ça paraît logique. Donc, il y a aussi quand même même s'il y a assez peu de recherches, en fait, finalement, evidence-based, comme disent les anglo-saxons, sur la nutrition. Il n'y a pas grand-chose, finalement. Mais il y a quand même des choses. Et si on regarde vraiment dans le détail, il n'y a pas les évidences qui sont ressassées dans les médias mainstream. Ça, c'est clairement faux. Ou alors, ça date de 50 ans. Après, sur le
il y a aussi beaucoup d'idéologie. On cherche à faire correspondre la vérité, notre vérité, à notre idéologie. Alors là, on va partir plus sur un volet plutôt philosophique, même sur le bien-être animal. Là, sur l'aspect, on va dire, militantisme, il y a beaucoup de choses à dire aussi, puisque le végétarisme, contrairement, on peut concevoir un carnisme plus écologique, plus naturel, plus local. Ça, c'est tout à fait possible, puisque le végétarisme, et notamment l'agriculture, tue littéralement les sols, qui à l'origine, vraiment, enfin, c'est un désastre écologique. Ça, tout le monde, la monoculture, l'agriculture, on le sait très bien, surtout intensive, industrielle, qu'elle détruit les sols, et qui dit des sols morts dit engendre l'extinction. On parle de la 6e extinction des espèces, en fait tous les micro-organismes. Un sol vivant, c'est rempli de vie. Donc le fait de mettre des pesticides qui sont indispensables en fait aux monocultures, même à la culture, à l'agriculture, ça tue les sols. Alors même, on peut parler aussi de permaculture, mais même la permaculture ne peut pas se passer des fertilisants naturels de l'élevage. Au-delà de ça, la plupart des végétariens ou végétaliens utilisent des aliments qui proviennent des 4 coins du monde. Les avocats, c'est un désastre écologique. On sait que notamment dans la désertification en Amérique du Sud, bon, manger un avocat, c'est clairement pas éthique. Et ça produit beaucoup de morts de la faune, y compris de la flore aussi. Pareil, les industries. Alors, tout ce qui est fausse viande et compagnie, ça demande beaucoup de transformation. Et ces transformations-là, écologiquement, c'est pas terrible. Quand on va manger des avocats, quand on va manger des noix, elles sont apportées des 4 coins du monde. Donc écologiquement, c'est pas terrible non plus. Alors qu'on peut concevoir tout à fait une alimentation fortement carnée à partir d'aliments locaux. Locaux. Donc une alimentation tout à fait locale, saine, biologique, et d'aliments de bêtes qui ne sont pas nourries forcément au soja, mais tout simplement des prairies. Dont on sait en plus la prairie, c'est très bon pour les sols, enfin bon, pour la biodiversité. La culture, l'agriculture, c'est néfaste pour la biodiversité. Donc, pour toutes ces raisons, en plus, on est esclave des industriels pour tout ce qui est complément alimentaire, donc c'est une perte aussi de liberté. Donc clairement, ce qui est remis en question souvent, c'est le mode de l'élevage, le mode industriel. Mais ça, le mode industriel, il peut être aussi bien végétarien, et même, j'ai envie de dire, le mode industriel est obligatoire dans un monde végétarien ou végétalien. Or, on peut avoir une alimentation qui soit non industrielle dans un monde plus carnivore. Et notamment les cultures de soja. Le soja, dont on sait qu'ils sont c'est nocif, hein, c'est un aliment goitrogène. Et la culture de soja participe énormément à la déforestation, notamment en Amazonie. Donc, la culture de soja, pareil, c'est une aberration. Le riz vient aussi des 4 coins du monde. Les fruits, ils proviennent aussi des 4 coins du monde. Enfin, en Europe, historiquement, pour trouver des carottes ou des fruits comestibles, il fallait se lever tôt le matin. Hein, et surtout pour avoir ces 3000 calories. C'est clairement impossible. Il y avait quelques baies et c'est tout ce qu'il y avait. Sachant qu'en plus, les bananes d'aujourd'hui, les pommes d'aujourd'hui n'existaient pas il y a quelques siècles. Quelques millénaires. Donc tout ça n'est pas cohérent. Voilà. Je reviens aussi sur l'idéologie, notamment aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais les cornflakes. Tu connais les cornflakes, tout le monde connaît les cornflakes. Ouais. Et Kellogg's. En fait, Kellogg's, l'histoire, c'est des frères Kellogg's. Et c'était des idéologues adventistes. Adventistes, c'est un courant de la religion protestante. Et ces mecs-là, notamment il était un médecin,
et qui par ailleurs donnait de bons conseils, notamment sur l'activité physique, sur certaines choses, mais il avait un problème avec la sexualité. Il considérait que c'était néfaste et que justement les céréales étaient un bon moyen de baisser la libido et justement d'avoir cette sexualité qui serait incontinente, disons. Donc, il avait bien compris que si on veut baisser la libido, donc même le désir, les céréales étaient préconisées. Et il le préconisait notamment pour ça. Donc, en matière d'idéologie, il y a un lien, je trouve même sémantique, c'est ça qui est assez drôle, entre l'amour charnel et l'amour de la chair. Parce que le lien, il est au-delà d'être sémantique, il est presque physiologique. Pour avoir du désir, il faut manger de la chair, notamment pour la carnosine, voilà, ce genre de choses. Alors, bien sûr, on me dira, oui, mais moi, je suis végétarien, et pourtant, j'ai du désir, voilà. Mais ça dure qu'un temps. Assez rapidement, on devient vite impuissant, et ce qui est tout à fait explicable. Et voilà, donc quelque part, le végétalisme est une forme de nihilisme. Bon, comme ça paraît un peu extrême, mais on a besoin de la mort, en fait, de tuer pour survivre. Tout vivant possède la condition sine qua non de la survie du vivant, c'est que tout être vivant est prédateur. Même les feuilles même les végétaux sont prédateurs parce qu'ils peuvent empoisonner certains animaux qui veulent manger leurs feuilles. Donc, la prédation est une condition sine qua non de la vie, de la survie, et toute vérité contraire est une forme de nihilisme et de nier nos instincts les plus archaïques, nos propres instincts génésiques. Hein. Voilà, donc ça c'est plus d'un point de vue philosophique. Et d'ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que tout ce qui est végétalisme, véganisme, ce genre d'idéologie est véhiculé à partir, enfin en tout cas est né d'environnements qui sont complètement hors sol, au sens propre. Hein. C'est-à-dire souvent issus de villes, de citadins, de gens très loin de la nature. Mais si on regarde les peuples, même les campagnes, trouver des végétaliens chez les paysans, pareil, ça n'existe quasiment pas, à part des néo-ruraux, sinon ça n'existe pas. Si on veut chercher dans les peuples traditionnels, les animaux sont presque sacrés, parce que c'est une source de subsistance essentielle. Et le végétalisme ou le véganisme n'existe pas non plus dans ces communautés-là. Donc, c'est presque une idéologie hors sol qui naît en fait d'un déracinement, d'un manque de contact avec la nature. Sous prétexte en fait de la préserver, ils la combattent, ce qui est assez paradoxal. D'ailleurs, pour moins tuer d'animaux, enfin, je veux dire, déjà le végétalisme, en promouvant la culture de végétaux, ça, comme j'ai dit, ça tuait les sols, mais même, c'est absurde, si on ne veut pas tuer, eh bien, on ne va pas se balader dans la nature. Si on va se balader dans la nature, eh bien, on risque d'écraser des fourmis, des escargots, des papillons, que sais-je encore. Enfin, donc, du coup, pour ne pas tuer, il faudrait rester dans les villes. Mais en plus, les villes, la bétonisation, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème pour la biodiversité, justement. Parce que là où le béton avance, la nature recule. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, même d'un point de vue éthique. Quoi. La meilleure façon de tuer le moins d'animaux, c'est de faire ta bouffe toi-même, quoi. C'est de faire ta ferme à la maison. Mais même en faisant ça, même en faisant un potager, il y a des animaux qui vont venir essayer de bouffer tes légumes. Il y a des rats qui vont venir. Il y a des renards qui vont essayer de bouffer tes poules. Enfin, c'est où que tu sois, il y a une lutte. Et en fait, c'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'est nier cette lutte
pour la vie, en fait. Tu ne peux pas y échapper d'un point de vue. Et je voulais juste rebondir sur le caractère naturel, parce que ça, c'est un truc que j'entends de plus en plus, et c'est un argument qui nous vient de la zététique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Et l'appel à la Enfin, l'argument, non, mais la zététique. Ouais, bah là, les zététiques utilisent, enfin, c'est des mecs de la zététique que je vois qui disent de plus en plus souvent, bah, c'est un appel à la nature. On doit manger des choses qui viennent de la nature. Non, c'est un appel à la nature. C'est pas parce que c'est naturel que ça va nous être bénéfique, mais en fait, c'est nier toute l'évolution de l'homme, c'est nier la physiologie de l'homme. Et en fait, si tu veux, c'est pas une condition suffisante. Ça suffit pas que ce soit naturel pour nous être bénéfique. Par contre, c'est nécessaire. Alors, c'est pas nécessaire qu'on les cueille dans la nature, mais c'est nécessaire que le degré de transformation il soit suffisamment bas pour qu'on puisse le digérer. Parce que comme tu l'as dit, on a les mêmes enzymes digestives que nos ancêtres. On n'est pas fait pour digérer du Frosties ou des chocs à pic. On n'a jamais été fait pour ça, en fait. Ouais. Et c'est, encore une fois, tu vois, c'est vraiment un problème multicomplexe parce qu'il y a de l'idéologie, il y a de la science, il y a du sociétal, il y a de l'économique, il y a de l'environnement. En fait, ouais, Ah, il y a du, Pardon? il y a du philosophique aussi. Ouais. Je dis, il y a du philosophique aussi. Mais ouais, pour rebondir sur le naturel, il faut savoir aussi les adaptations sont très lentes à se faire. Et il ne faut pas confondre l'évolution, on va dire, et les adaptations ou la résilience, on va dire. Par exemple, selon les ethnies, on va être plus ou moins résistant à l'alcool. Mais pour tout le monde, l'alcool sera mauvais. Le tabac, pareil. Le tabac, il y a des gens qui vont mieux résister au tabac, mais pour tout le monde, ça sera mauvais. On ne s'adapte pas au tabac et l'alcool, ça fait des centaines d'années qu'on en consomme, parfois et souvent en quantité importante, et les adaptations sont très marginales. Une autre chose aussi, l'idée pour moi, c'est quand même d'avoir une alimentation qui soit optimale. Donc, en fait, quelque part, nous dénier la possibilité d'avoir une nourriture optimale pour nous-mêmes et pour l'évolution, quelque part, il y a un côté anti-humaniste. Parce que l'humanisme, c'est aussi de faire de l'homme, d'essayer qu'il soit le mieux qu'il puisse être, le meilleur qu'il puisse être. Sur le plan moral, c'est une chose, mais aussi sur le plan physique. Et or, si on nous empêche, si on veut empêcher d'autres personnes d'être, de consommer ce qui leur permet d'être dans un optimum de santé, pour moi, c'est pas moral non plus. Enfin, c'est un anti-humanisme aussi. Donc, à la limite que les gens soient végétaliens ou végans pour eux-mêmes, c'est leur idéologie, même si elles souffrent de nombreux paradoxes. Notamment, par exemple, un qui est classique, je vois beaucoup de véganes qui ont des animaux de compagnie. Bon, leurs animaux de compagnie, ils leur donnent de la viande d'élevage qu'ils dénoncent. Donc, et tout ça pour leur propre plaisir égoïste. Donc là, il y a beaucoup aussi de contradictions, mais pour moi, tout ce qui est, enfin, philosophiquement, je trouve que tout ce qui empêche l'homme de devenir meilleur, c'est-à-dire d'augmenter ses capacités physiques, mais aussi intellectuelles, c'est lié. Hein. C'est lié. Hein. Quelqu'un qui est en santé aura un cerveau qui fonctionnera mieux que quelqu'un qui ne l'est pas. Il aura aussi un caractère qui sera plus socialement acceptable. Et on sait, il y a certains symptômes aussi de végétalisme sur les problèmes de dépression. Dépression, même parfois aussi meurtre. Certaines personnes vont peut-être des nues parce qu'on dit que manger de la chair, ça rend agressif, mais ça, c'est un mythe. Hein. Les expériences font plutôt le contraire. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Après, sur l'aspect philosophique, c'est vraiment c'est assez, je ne pourrais pas dire complexe, mais il y a énormément d'entrées, quoi. On peut en dire énormément de choses, même sur l'aspect santé. Hein.
y a tellement de choses à dire que on pourrait s'y perdre. Non, mais je trouve que c'est déjà super tout ce que tu as dit. Je pense que tu as balayé déjà plein de sujets. Il y a peut-être un dernier truc sur lequel je voulais ton avis, c'est en fait, pour parler de moi, aujourd'hui, moi je suis sur un chemin où tu vois, je sens que je vais bien. Je suis sur une pente qui monte. Ouais. Alors évidemment, tu as des jours où tu vas mieux, tu as des jours, mais j'ai des jours d'euphorie, mais intense, c'est comme si j'avais pris de la drogue, quoi, c'est incroyable. Et il y a des jours où je vais un peu moins bien, mais d'une manière générale, je suis sur une pente qui monte et je le sens. Et c'est la première fois dans ma vie où je sens vraiment, tu vois, que je ne veux pas dire que j'ai le contrôle, mais j'ai la maîtrise de mon état de santé, j'ai la maîtrise de mon humeur, j'ai la maîtrise de mon niveau d'énergie. Et j'ai envie de dire, une fois que tu as ça, tu es libéré parce qu'il n'y a plus personne qui peut te convaincre, qui peut te dire non mais il faudrait mieux que tu manges ça, il faudrait mieux ça. Moi quand j'étais encore en mode végétal cru, je cherchais à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il faut que je mange pour optimiser et tout, parce que j'étais pas bien en fait. J'étais pas bien. Et moi je voulais savoir, toi aujourd'hui, comment tu te sens, comment tu te vois évoluer encore. Est-ce que tu penses que tu as de la marge encore? Voilà un petit peu tout ça quoi. Ouais, clairement, je pense que je suis au début d'un processus. Après, je continue à m'informer parce que je me dis pas, ça y est, j'ai trouvé la vérité. Maintenant, j'ai plus besoin de chercher. Parce que si j'avais fait ça, je serais resté dans mon erreur. Donc, si je me trompe à nouveau, je veux être en mesure de ne pas me tromper. Cela dit, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, quand tu vas bien, tu as moins envie, tu as moins besoin en fait de cette recherche. En fait, parce que tu sens que tu vas vers le mieux. Donc, quelque part, tu n'as pas. Et puis, c'est tellement simple. Enfin, je veux dire, moi, la cuisine, chez moi, j'ai rien qui cuit. J'ai même pas de frigo. Ça, je pourrais en avoir, mais j'en ai même pas. Parce que j'achète au jour le jour. Puis, comme je jeûne, toi, j'ai pas besoin. Pas besoin. Je fais pas de cuisine, enfin, je perds pas de temps à ça. C'est une libération qui est énorme. Et ensuite, quand ton corps répond bien, ouais, tu ressens, tu as vraiment un sentiment de liberté. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et, et quand tu te ressens plein, tu vois, c'est comme quand ton corps, tu lui donnes ce dont il a besoin, et ben, quelque part, il te laisse tranquille et puis tu peux penser à des choses peut-être différentes. En tout cas, tu as moins d'obsession, je pense. Mais en tout cas, oui, plus de liberté, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et, euh, et franchement, quand ton corps répond, c'est quand même c'est un plaisir en fait. Il y a presque une jouissance, il y a plus un plaisir à vivre puisqu'on se sent plus en vie, on se sent plus fort. Donc quand on se sent plus fort aussi, on est plus résilient. Et c'est toujours pareil. Pourquoi en fait les éléments n'impactent pas le psychisme par eux-mêmes en fait. C'est le corps qui en fait quelque chose. C'est-à-dire, j'explicite un peu ma pensée. C'est-à-dire que pour un même événement, il y a des personnes, graves ou pas, hein, qui vont, que ça va impacter énormément psychiquement. Et d'autres personnes, le même événement aura un impact bien moindre et ils pourront rebondir beaucoup plus facilement. Eh bien, un corps qui est en santé, un corps qui répond bien, eh bien, augmente ses capacités de résilience et à faire face à d'éventuels pépins de différentes natures, qu'ils soient physiques, hein, même quand on a une blessure, si on a un corps en santé, eh bien, la convalescence sera beaucoup plus rapide. Et pareil pour une blessure, on va dire, psychologique. Déjà, on sera moins blessé facilement et en plus, on se réparera beaucoup plus facilement. On est plus apaisé, et on a moins on a peut-être plus de sagesse. Bon, c'est un petit peu grandiloquent comme ça, mais je pense sincèrement que c'est vrai. Si on regarde beaucoup de militants des causes végétaliennes, il y a un côté un petit peu, alors je sais que c'est pas très correct, mais il y a un côté un peu hystérique quand même. Il manque un peu de sérénité.
Eh bien, ça peut peut-être s'expliquer aussi par leur mode de fonctionnement, leur mode d'alimentation. Et une personne qui est comblée dans ses besoins, eh bien, elle aura un caractère qui sera plus doux, je pense, tu vois, plus sociable. Elle aura, c'est ce que Weston Price d'ailleurs relevait hein, dans les populations qu'il a examinées. C'est le caractère des gens et notamment le taux, pareil, le taux de criminalité. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser à une expérience qui a été faite dans les prisons américaines où en baissant le taux de le sucre dans leur alimentation, eh bien, il y avait moins de comportements agressifs, il y avait moins de comportements délictueux. Donc c'est quand même c'est quand même notable l'influence de l'alimentation sur le psychisme. C'est connu, mais je pense que c'est même sous-estimé encore. Non, clairement, ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ouais, surtout, ouais, en fait, ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé avant, je pense pas avoir la vérité, mais c'est juste que, tu vois, maintenant, j'écoute mes indicateurs de vitalité et c'est eux qui Ouais, m'orientent vers ce qui est bon pour moi ou pas. Mais en fait, avant, si, en fait, si tu n'as jamais été en santé, tu peux pas ouais, savoir ce que c'est, tu c'est vois. ça. C'est juste Ouais, maintenant, en ayant pris, entre guillemets, je sais rien, la pilule rouge, ou appelle ça comme tu veux, j'ai poussé l'autre porte où j'étais jamais entré. Ben maintenant, je sais ce que ça veut dire être en santé. Et c'est ça mon phare, c'est ça mon guide. Et ça, en fait, c'est le problème, c'est tant que tu l'as pas ressenti, tu peux pas. Tu peux pas ouais. savoir. Ouais, c'est vrai que j'invite chacun, quelle que soit, l'idéologie, parce que bon, on pourrait dire que, si le végétalisme ou le véganisme est une idéologie, c'est ce que c'est. On pourrait dire que aussi, le carnivorisme est une idéologie. Moi, je ne vois pas ça, comme tel puisque c'est le régime de l'espèce. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que, le lion, est un idéologue parce qu'il mange, la gazelle, tu vois? Il est carnivore. Non, c'est pas l'idéologie, c'est ce qui correspond à sa nécessité biologique. Donc on n'est pas dans l'idéologie. Mais bon, soit, considérons que ce soit une idéologie. J'invite quand même les gens à rester à l'écoute de leurs signaux et pas d'une connaissance d'eux-mêmes et pas dans une connaissance purement intellectuelle. C'est-à-dire que bien, si ils se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements, alors, comme tu dis, c'est vrai, quand on n'a pas été en pleine santé, moi, je ne considère pas actuellement avoir atteint mon seuil de pleine santé, mais je pense que je m'en approche parce qu'à chaque fois, ça s'améliore de mois en mois. Et je pense que je suis dans une bonne direction. Mais c'est bien d'avoir un retour sur soi, sur ses propres expériences. Et pour ça, c'est avoir des indicateurs. Bon, après, vous, les naturopathes, vous connaissez ces indicateurs-là. Donc, vous pouvez dire si on se trouve dans une bonne dynamique ou pas. Mais après, il y a des indicateurs qui sont évidents. Quand il y a une fonte musculaire importante en dépit du sport qu'on fait, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des signes aussi qui sont quasiment systématiques chez les végétaliens, c'est les cernes, cernes énormes autour des yeux. Ça, ce sont des signes. Le blanchiment des cheveux prématurés, c'est des signes. Le manque de libido, c'est un signe. Le problème digestif, la constipation, c'est un signe. Euh, voilà, enfin le sommeil, la qualité de sommeil, c'est un signe. Les problèmes de peau, c'est un signe. Donc il y a quand même beaucoup de signes cliniques auxquels on peut être attentif. Donc l'idéologie, c'est bien, à la limite, chacun ses idéologies, mais si on a comme souci sa santé, c'est bien d'être quand même à l'écoute des signes cliniques et de faire fi après de son idéologie pour pouvoir être en mesure de faire fi de son idéologie pour être en capacité de les résoudre. Donc ça paraît quand même important, c'est le retour sur soi, d'être vigilant sur soi. Et, et le problème aussi, par contre, c'est au niveau des enfants. Euh, Ne pas faire peser le poids de son idéologie à ses gosses. Ça me paraît quand même important. Parce que, bon, il y a, je dis, on dit que, enfin, il y a beaucoup de véganes qui veulent accorder des droits à des animaux, ce qui est absurde, puisque les droits, bon, déjà, c'est un anthropocentrisme, hein,
mais un droit ne peut être donné qu'à quelqu'un qui peut le réclamer, ce droit. Mais en revanche, on a des devoirs. C'est un peu comme les enfants. Les enfants n'ont pas de droit, même s'il y a le droit de l'enfant. En définitive, il n'y a pas vraiment de droit. Il y a des devoirs. On a des devoirs, les parents ont des devoirs envers leurs enfants, la société a des devoirs envers les enfants, mais les enfants, ils peuvent pas vraiment réclamer leurs droits, encore qu'ils peuvent quand même assez jeunes. Mais en revanche, la société a des devoirs envers eux. Et de même façon, les animaux n'ont pas de droits, mais nous, on a des devoirs envers eux. Je suis contre, bien sûr, la maltraitance animale, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis d'ailleurs pour aussi l'élevage plutôt biologique, local et en plein air, bien sûr. D'ailleurs, en plus, c'est meilleur pour la santé. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même être quand même assez... essayer d'être responsable et faire attention à sa propre idéologie. Voilà ce que je pourrais dire, quelle qu'elle soit. Voilà. Bah écoute, je trouve que c'est un très bon c'est un très bon propos pour la fin. Donc le propos de la fin, ça pourrait être revenir à du terrain, revenir à du concret, faire ses expériences soi-même et s'écouter parce que c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gens sur la chaîne. Je veux dire, moi j'ai ma façon de penser, j'ai mon expérience, j'ai mon parcours, mais au final les gens, c'est à eux de faire leur propre expérience et puis c'est comme ça qu'ils avancent quoi. Je veux dire, tu peux lire tout ce que tu veux, si au final tu fais pas l'expérience sur toi-même, ben voilà, Ouais, c'est ça. pas quoi. Après, il y a certaines personnes qui ont vraiment des blocages. Et bon, après, il faut peser aussi ce qui est son ordre de priorité. Et pour moi, c'est quand même la santé. C'est sa propre santé, la santé de ses enfants. Et éviter aussi, pour moi, si l'humanité devait prendre la pente du hygiénisme, pour moi, c'est immoral aussi, vis-à-vis de l'humanité elle-même. Donc, pour moi, une préoccupation première, c'est quand même sa santé personnelle et celle de ses enfants. Pour moi, ça devrait être d'abord le critère essentiel, le critère premier. Ensuite, après, on peut avoir l'idéologie. Mais si l'idéologie va à l'encontre de sa propre santé ou de la santé générale, pour moi, c'est délétère. Ouais. Et ouais, je fais juste une aparté aussi pour revenir à un sujet sur, le cru et le cuit. En fait, notamment sur les laitages, donc je disais, il faut faire attention au laitage si on change d'alimentation, on va tout de suite sur du comment dire, De l'animal. de l'animal, ouais, voilà. Faire attention parce que, par exemple, le lait, entre un lait industriel et un lait cru euh, élevé par une vache rustique en plein air, bon et biologique, il y a un monde. C'est pas du tout le même aliment. Ouais. Hein. Sachant que la digestibilité du lait, elle est moindre à partir d'un certain âge, à cause du manque de lactase. Mais le fait qu'il soit cru, il y a des bactéries quand même dedans qui permettent une meilleure assimilation, une meilleure digestion du lait. Bon, après, le lait, c'est sujet quand même à controverse. Et je pense que c'est quand même aussi à chacun d'expérimenter. Pour moi, il n'y a pas de. Je ne pourrais pas préconiser telle ou telle quantité de lait. Après, je sais qu'il y a des auteurs comme le docteur Porter, je ne sais pas si tu connais, qui a popularisé des monodiètes, qui a soigné pas mal de malades à l'aide de lait cru de vache. Donc, bon, il y a aussi une thérapeutique à partir du lait, mais je sais qu'il y a quand même des intolérances et il y a quand même des gens qui sont intolérants et surtout peut-être, bon, on sait qu'au lait cru ils le sont moins, mais malgré tout peut subsister quand même une tolérance. Donc là, à un moment donné, ça sert à rien non plus d'insister et justement d'être à l'écoute parce qu'on peut avoir, le lait c'est quand même plus sujet à caution, on va dire. Non. Après, ce dont on n'a pas parlé, c'est mes sources, les sources des personnes, je vais te les donner vite fait. Je crois que j'ai noté pour pas que j'en oublie trop. Bon, après, il y a des trucs certainement dont je voulais parler, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais bon, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Bon, j'espère que ça a été intéressant et utile en tout cas. Ah oui. Donc moi, les personnes qui m'ont inspiré et que j'invite auxquelles j'invite
accorder une certaine attention. C'est Natasha Campbell-McBride, Ouais. Paul Mason, Ouais. Sean Baker, Weston Price, bien sûr, Jonas van der Planitz, Lier Kiss aussi, c'est intéressant. Voilà, grosso modo, c'est vrai, voilà, il y a de la matière. Après, il y a d'autres aussi, d'autres youtubeurs qui sont intéressants, des chaînes aussi YouTube. Moi, j'aime bien, pour la primale, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a celle de Carnidoc, hein. Il y a en France. Après, aux États-Unis, il y en a plus, hein. Il y en a pas mal qui sont intéressantes. Il y a Heal Your Gut Guy. Bon, c'est pas sur la primale, mais c'est une chaîne intéressante. Il y a Simland, c'est plus sur le jeûne intermittent et la physiologie. Tu as Natural Human Diet, ça c'est sur Human Natural Diet, ouais, c'est sur la diète primale. Il y a Sverige aussi sur la diète primale. Donc il y a beaucoup de choses. Parfois des gens assez iconoclastes, hein, souvent des gens assez iconoclastes. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, super. Je mettrai tout ça en lien, comme ça les gens pourront les voir. Et du coup, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton temps, ton expérience et tes infos avec nous. Je trouvais que c'était super agréable, je trouvais ça super cool. Et puis voilà. Écoute, je te remercie. Je rajoute aussi une chaîne YouTube je trouve qui est pas mal et assez didactique, c'est Maigrir définitivement. Ah, voilà. Je connais, ouais. Tu connais, ouais. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Il y a Asra Conlu aussi sur la primal diète. Bon, il y a pas mal après en anglo-saxon. Mais ça, je trouve qu'elle est assez intéressante et assez populaire finalement. Et je trouve qu'elle dit des choses pertinentes. En tout cas, je te remercie moi de m'avoir accordé cet entretien. Après, moi, je suis pas prosélite, mais ce que je ne veux pas, enfin, ce que j'aimerais pas, c'est qu'on empêche certaines personnes d'avoir l'alimentation qu'ils souhaitent, et surtout qu'on mette un frein à la désinformation, justement. Donc toi, tu peux justement, tu as suffisamment, tu es présent et tu participes justement à lutter contre cette désinformation. Donc ça, c'est très bien. Cool, merci. Je t'en prie, Jérémy. Allez, à plus. À plus, ciao. Ciao.